tous et bienvenue à notre troisième webinaire sur Ma carrière, mes métiers, co-présenté par NRB Affelio et Elmo Alumni. Je suis Olivia et je fais partie des ressources humaines de chez NRB, plus précisément de l'équipe recrutement. Et avant de commencer, je voulais vous dire quelques mots sur notre entreprise. Donc NRB est un groupe qui comporte plus de 3200 collègues avec une présence tant en Belgique, au Luxembourg, en France et en Grèce, et avec un portefeuille qui se veut le plus global possible en proposant des solutions end-to-end. Pour cela, on a plus de 60 métiers qui coexistent au sein de l'entreprise pour répondre à nos 4 grands domaines de service qui sont l'agilité, l'innovation par la partie développement, tout ce qui concerne l'infrastructure avec des solutions hybrides, la sécurité et tout ce qui concerne l'expertise chez client. Je vais passer la main maintenant à Julie de Affelio qui organise avec nous. Bonjour à tous et bienvenue. Donc voilà, pour ce qui est de Affelio, donc nous sommes une société de plus ou moins 150 collaborateurs, donc présents à Liège. Donc on est une filiale du groupe NRB. Donc on existe nous depuis 2013, donc on est une société assez jeune. Et donc du coup nous avons plusieurs centres d'expertise, comme par exemple tout ce qui est stratégie, UX design et alors tout ce qui est application web et mobile. Donc, concernant Elmo Alumni, donc avec qui nous travaillons pour ce webinaire, donc on va un peu vous expliquer le principe. Donc, ce que c'est les alumni pour n'importe quelle école et particulièrement pour Elmo. Donc, c'est vraiment un réseau qui est fait pour développer donc vos relations avec des anciens élèves, parfois de votre section ou d'autres sections. Et donc, tout cela vous amène voilà, des contacts professionnels pour le futur, pour vos carrières. Ça, donc, c'est toujours intéressant, évidemment, de rejoindre ce type d'association. Et donc, maintenant, je vais passer la parole donc, à Olivier et Benjamin de NRB qui vont vous présenter ce webinaire. Bonjour tout le monde. Bonjour à tous. Benjamin, je te laisse te présenter, je passerai à la suite. Alors, Benjamin Bren, donc moi je suis chez NRB depuis quelques années maintenant et on fait tous les deux partie d'une équipe qui s'appelle Transformation Digitale, Digital Transformation and Innovation. Donc, avec ce webinaire, on va vous présenter un peu notre quotidien tous les jours, un peu les technologies avec lesquelles on travaille et évidemment rentrer un tout petit peu dans la technique, mais pas trop. Olivier? Ben voilà, moi je m'appelle Olivier et pareil, je suis chez NRB depuis maintenant quelques années, ça fait depuis 2016. Là où Benjamin s'occupe plutôt de la partie architecture des applications cloud, moi je m'occupe plutôt du développement et de la mise en place des composants. Et donc, comme Benjamin l'a dit, on évolue tous les deux dans le département Digital Transformation, où on est plus ou moins 120 membres, dont une vingtaine de cloud développeurs et architectes. Tout ça au sein d'NRB qui contient plus ou moins 3200 jobs, comme on dit tout à l'heure, les filles. Donc voilà, ici, c'est un panel des clients avec lesquels on travaille. Je ne vais pas m'attarder sur eux, mais voilà, c'est un peu un exemple de tout ce avec quoi on est en contact. Ils ont chacun leurs impératifs et chacun leurs requirements. Et donc, notre travail, c'est de faire en sorte de leur fournir une solution qui correspond à leurs besoins dans un niveau de qualité qui est suffisant, enfin, qui est très bon et qui respecte les standards du marché. Et alors, pour fournir les solutions, nous, on utilise plein d'outils. Chaque outil correspond à un besoin et on utilise le bon outil pour la bonne solution. On fait autant du Java que du Flutter, on développe en SJS, on développe en Node aussi. On travaille sur des providers cloud publics qui sont Amazon, Azure, Google Cloud. Donc voilà, on est très éclectique. Et alors aujourd'hui, on va vous parler de quoi? On va vous parler d'abord de ce que c'est une API et pourquoi est-ce que c'est super important de comprendre l'importance des API. On va vous parler des microservices, qu'est-ce que c'est et l'intérêt de développer des applications qui sont compatibles dans ce genre d'écosystème. Et alors, on va parler du développement d'applications. Et donc, développer une application, c'est une chose, mais développer une application dans un monde enterprise, c'est autre chose. Et donc, on va vous parler des contraintes et des différents standards des enterprise applications. Et puis, on parlera du cloud public et pourquoi est-ce que tout le monde parle de ça pour le moment et quel est notre challenge quotidien quand on développe les applications pour les déployer sur des providers cloud.
Alors, on va commencer par les API. Donc, on parle beaucoup d'APIisation. On parle beaucoup d'API vraiment dans tous les sens. Mais au fond, une API, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est réellement? Donc, la définition d'une API, c'est un ensemble de classes, méthodes, fonctions, des constantes qui servent de façade par laquelle le logiciel offre des services à d'autres logiciels. Donc, c'est un peu on dire théorique comme définition, mais en fait, une API, elle permet simplement d'interconnecter des logiciels qui, avec un contrat technique, donc on a des entrées, on a des sorties, on définit le contrat technique pour s'intégrer avec cette API-là. Et en soi, c'est pas super compliqué une API, mais par contre, on parle beaucoup d'API REST aujourd'hui, où c'est des API qui se reposent sur le protocole HTTP, donc qui est le protocole du web. Alors, pourquoi est-ce que les API, c'est super important, même si techniquement, c'est pas la chose la plus compliquée à mettre en place. Par contre, l'API, d'un point de vue business, ça permet d'augmenter l'offre de service, où aujourd'hui, par exemple, c'est logique de s'intégrer, par exemple, avec Google Maps ou d'autres quand on a envie d'avoir des cartes. Ça n'était pas forcément par le passé, et on va pas refaire un service de cartographie dans chaque entreprise. Donc, on va s'interfacer avec un certain nombre de logiciels externes pour augmenter la valeur ajoutée de nos applications. On ne va pas réinventer la roue à chaque application. Alors, les API, elles permettent aussi d'acquérir du contenu. Donc, par exemple, si je fais une application qui me permet de visualiser les cours de la bourse, je vais aller chercher une API sur le marché qui permet de récupérer ces données-là. Et mon application, elle sera entre guillemets vite faite en consommant ces données. Les API, elles permettent aussi, dans l'autre sens, d'avoir plus de présence sur le marché. Donc, une entreprise qui expose des API, c'est beaucoup plus facile de s'intégrer avec. Donc, on connaît tous, par exemple, Facebook. Facebook, il y a plein de logiciels qui s'intègrent avec Facebook pour poster du contenu. Facebook, les API permettent de créer un écosystème autour de Facebook et de faciliter les interactions avec Facebook. Donc, les entreprises, donc peu importe le domaine, que ce soit de l'industrie, de banque assurance ou plein d'entreprises, exposent leurs propres API pour que les autres entreprises puissent s'interconnecter avec. C'est aussi important pour monétiser des services. Ou moi, avec Google Maps, on n'a pas une API avec Google Maps, c'est un cas qui est facile à comprendre. Google Maps demande quelques petits centimes à chaque appel et au final, ils réussissent à monétiser leur service. Et les entreprises font aussi la même chose, où les entreprises doivent exposer des services. Et ces services sous forme d'API, on peut les monétiser assez facilement. Et évidemment, ces API, elles développent des écosystèmes, des partenariats. Donc, c'est aussi la facilité d'interagir avec d'autres sociétés, de créer des nouveaux business, aller dans des zones d'innovation, des zones un petit peu moins connues, moins core business, on va dire, des entreprises. Et les API, elles permettent aussi vraiment d'accélérer très, très fort les projets. Dans le sens où on n'a pas à réinventer la roue à chaque fois, on ne va pas réécrire Google Maps à chaque fois qu'on a besoin de Google Maps. Donc maintenant, ça paraît tomber sous le sens, mais l'importance vraiment de ces API. Disons que dans un monde où les nouveaux projets grandissent partout et qu'il faut vite délivrer des solutions, c'est très important de pouvoir capitaliser sur des solutions qui sont testées, qui sont prouvées, et de pouvoir justement utiliser un service qui est stable, on sait qu'il va fonctionner, et donc directement rajouter de la valeur à son idée de business à soi. Donc ici, si on prend une architecture qui semble un peu classique, qu'on appelle, on va dire, 3 tiers, donc avec un front-end, un back-end, une base de données, on va venir rajouter des fonctionnalités à l'application en s'intégrant via différentes API. Par exemple, Twilio qui permet de gérer des communications avec des end-users, par exemple par email, par SMS et d'autres canaux. On va retrouver ici Google Maps dont on parlait, ou Salesforce dont on a parlé dans un webinaire précédent, qui est un CRM qui est très bien positionné sur le marché, avec lequel on travaille beaucoup. Et de l'autre côté, notre back-end il va être consommé par des front-end. Donc, on parle d'applications Angular, des applications React, des single page apps. On parle aussi des applications mobiles, que ce soit du développement natif ou de développement un peu hybride comme du Flutter, mais aussi à travers d'autres partenaires qui pourraient s'intégrer avec notre API. Et nous, on ajoute une valeur ajoutée à toutes ces API-là qu'on retrouve peut-être dans une couche derrière.
Alors tout ça, ça nous amène vers des architectures qu'on appelle microservices. Donc Olivier va un peu vous expliquer ce qui se cache derrière. Ouais, on compare souvent on compare le microservice, on oppose le microservice plutôt au monolithique. L'intérêt, c'est dans une architecture monolithique, on a toute la logique business qui est concentrée dans un seul package, on va l'appeler comme ça. Et ce package-là est déployé sur un serveur applicatif, mettons, et tourne sur ce serveur-là. Une interface va contacter la logique métier qui va aller rechercher les données dans sa base de données, et toute la logique métier se trouve au même endroit. Dans une architecture microservice, c'est totalement différent. On va splitter cette logique en plusieurs business units, et chaque business unit va uniquement s'occuper de sa logique à elle, et va stocker ses données à elle dans sa base de données, et va communiquer avec d'autres business units au travers notamment d'API comme que Benjamin décrivait tout à l'heure. Alors, ça paraît beaucoup plus compliqué quand on le voit comme ça, mais ça a énormément d'avantages. Si Benjamin veut bien, voilà. Donc, un des avantages, c'est qu'on peut se modéliser autour du business domain. Donc, chaque petite business unit a sa logique à elle et peut facilement évoluer dans ce sens. Ça permet de diminuer les dettes technologiques, puisque on peut évidemment démarrer une nouvelle business unit sur une nouvelle technologie sans en impacter les autres. On réduit les risques lors des déploiements, puisque la logique qui est déployée lors d'une mise à jour est beaucoup plus petite. Les fonctionnalités sont moins interconnectées, on va dire, ne sont pas dans le même bloc, et donc on va potentiellement créer moins d'effets de bord. On va pouvoir utiliser des outils plus adaptés. J'entends par là que un langage de programmation est peut-être très orienté sur la manipulation des données. Donc, sur un service qui va traiter des grands nombres de données, on va utiliser un certain langage, alors que sur un service qui va plutôt exposer, je ne sais pas moi, une logique de traitement de fichiers, va peut-être s'orienter sur un autre langage. Un service d'intelligence artificielle va utiliser des langages plus orientés intelligence artificielle, comme Python par exemple. Ça permet d'isoler les erreurs du coup, puisque chaque petite business unit a son répertoire de logs, peut centraliser ses logs et on peut du coup débugger plus facilement aussi. Comme les packages qu'on va déployer sont plus petits, on peut déployer plus souvent, vu qu'il y a moins d'effets de bord, donc on peut prendre plus souvent le risque, je vais dire, entre guillemets, de déployer. Quand des nouvelles personnes arrivent sur le projet, comme de nouveau la business unit est plus restreinte, c'est plus facile de les onboarder sur le projet, parce qu'il y a moins de fichiers, c'est moins impressionnant, on va dire, à première vue. Et alors, ça permet aussi, et c'est peut-être le plus gros avantage, c'est d'utiliser les ressources uniquement requises pour le fonctionnement de ces fonctionnalités. Alors, la slide suivante l'explique bien. Si on a une logique monolithique et qu'il y a un des services de notre logique monolithique ou une API exposée par notre service monolithique qui est très appelé, qui est appelé très souvent et qui commence à surcharger les ressources du serveur, on va être obligé de dupliquer ces ressources-là et de les faire tourner sur un autre serveur ou sur un autre conteneur. Et donc, on va dupliquer l'entièreté de l'application et donc les ressources utilisées vont être N fois plus importantes. Si on doit tripler l'applicatif, on va tripler les besoins en ressources. À l'opposé, quand on est sur une architecture microservice, c'est uniquement la business unit qui a besoin de ressources qui va pouvoir être dupliquée. Ou alors, une business unit qui n'est pas du tout appelée va pouvoir être carrément en stand-by, elle ne va pas tourner, elle ne va consommer aucune ressource, et donc du coup, on va se retrouver avec des coûts qui vont être très bas et qui vont correspondre à la demande. Et c'est très important quand on monétise ces services, parce que du coup, on peut se permettre de ne payer que ce qu'on utilise comme ressources et de ne pas payer de trop. Et ça, Benjamin reviendra dessus tout à l'heure dans la présentation. Alors, il y a des avantages, mais il y a aussi des inconvénients. Les trois plus gros inconvénients, c'est ceux qu'on voit ici à l'écran, c'est que l'automatisation devient indispensable, parce qu'en effet, ça fait beaucoup de projets, ça fait beaucoup de petits éléments qui circulent et qui gravitent un peu autour du projet global, on va dire. Et donc, le fait d'automatiser les déploiements, d'automatiser les tests, d'automatiser les retours d'expérience, automatiser les tickets, la gestion des bugs, etc., permettent de s'abstraire de cette difficulté-là et de faire en sorte que ce soit plus facile de développer dans cet environnement.
Du coup, l'analyse et l'architecture sont plus importantes forcément parce qu'il y a plus de conteneurs à faire tourner et qu'il faut du coup opérationnaliser tout ça. Et donc, du coup, oui, l'infrastructure est plus complexe. Et donc, tout est lié, évidemment. Il faut automatiser, il faut opérationnaliser et il faut monitorer tout ça. Alors, quand on est dans un cadre, on va dire, scolaire, ben, on fait sa petite application sur son PC, tout marche bien. Puis quand on arrive dans le monde de l'entreprise, ben, il y a un peu, on se rend compte que le programme, ben, il va pas tourner juste pour la démo du prof, il va tourner pour peut-être plusieurs années, voire plusieurs décennies. Et donc, il y a quelques notions qui sont très importantes quand on crée une application, on va dire enterprise, encore plus particulièrement pour les applications cloud native. Donc, ces fameuses applications qu'on développe avec les optimisations cloud en tête, dont font aussi partie les architectures microservices, mais pas que. Et la première chose qu'on va vers aussi ce genre d'architecture microservices et plus enterprise, c'est la notion stateful, stateless. Alors, quand on fait du Java, la première fois qu'on fait du Java, on utilise par exemple des sessions côté serveur, avec des beans, avec des scopes sessions, ou ce genre de choses. Et ça pose un très gros problème en entreprise qu'on utilise que ça, enfin au niveau opérationnel. C'est que si on a plusieurs utilisateurs, si on appuie ABC, ils arrivent sur un load balancer, et en fait, le load balancer, l'utilisateur 1, s'il fait une requête, enfin, s'il fait deux requêtes, une première puis une deuxième, en fait, il faut toujours envoyer les requêtes de l'utilisateur 1, la première et la deuxième, vers le même serveur. Parce que le serveur risquerait de ne pas avoir cette session dans son cache. Alors, il y a d'autres mécanismes pour gérer ça, notamment mettre des caches derrière les serveurs auxquels les deux serveurs ont accès. Mais il y a d'autres méthodes beaucoup plus optimales qui existent maintenant. Et alors, en fait, le problème ici qu'on veut mettre en évidence, c'est que à un moment, le serveur 1 et le serveur 2, imaginons qu'on a rajouté le serveur 2 pour comment dire, prendre une charge. Donc, s'il y a un pic de consommation et que le serveur 2, bah, après, on n'en a plus besoin, bah, on va devoir attendre que l'utilisateur B et C se déconnecte, sinon ils vont perdre leur session et ils ne seront pas très contents. Donc, le load balancer, il doit être un peu intelligent aussi et ça amène une certaine complexité, ça amène aussi des pertes, entre guillemets, d'agilité et aussi des pertes d'argent parce que c'est des ressources qu'on va prendre mais ne pas utiliser. Parce qu'on essaie de faire le plus possible maintenant. Oui, Olivier? Oui, je disais, imaginons que le serveur A brûle, que le data center sur lequel tourne le serveur A brûle, ben, le serveur 1 va disparaître. Et donc, qu'est-ce qu'on fait de la session de l'utilisateur A? Il faut pouvoir lui recréer une nouvelle session ben, sur le serveur 2, mais faire en sorte qu'il conserve tout son historique de navigation. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Dans ce cas-ci, c'est très compliqué à mettre en place. Alors, c'est pour ça qu'on parle beaucoup de stateless maintenant, et de plus en plus dans les aspects cloud native, où en fait, les utilisateurs, peu importe d'où ils viennent, enfin, peu importe où ils vont aller vers le serveur 1 ou 2, ou même on peut avoir 10 000 serveurs derrière load balancer, c'est pas un souci, ou à un moment T, on peut avoir 2 serveurs et 3 minutes après, on peut en avoir 50, et encore après revenir à 1, c'est pas du tout un souci dans les applications cloud. Et ce load balancer, en fait, il va réagir de manière beaucoup plus simple, où il va envoyer la requête à n'importe quel serveur qui a de la capacité pour répondre à la demande. Donc, ça permet d'équilibrer la charge beaucoup plus facilement, ça permet de diminuer les coûts aussi d'infrastructure et que tous les utilisateurs restent, on va dire, contents et satisfaits de l'application. Alors, pour ça, on va utiliser ce qu'on appelle des tokens. Et donc, on a des informations de session qui vont transiter dans ce token. Et un token, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est en effet donc, un objet JSON dans lequel vont être stockées les informations sur l'utilisateur, des informations sur les rôles qu'il peut avoir dans l'application, la durée de vie de ce token-là. Donc, on le voit ici sur l'écran, sur la partie de droite. Dans le payload, on a des informations liées à l'utilisateur. On a juste au-dessus, dans le header, des informations sur l'algorithme qui a été utilisé pour hacher le token. Et en dessous, on a la signature qui permet de faire en sorte que si jamais quelqu'un, un pirate par exemple, vient prendre ce token-là et modifier des données à l'intérieur, on puisse identifier que le token n'a plus la même signature, ou en tout cas que sa signature est corrompue, et que du coup, on ne peut plus faire confiance à ce token-là.
Donc, il y a aussi des notions de crypto dans ces tokens, donc c'est quelque chose de super important. Et ici, le serveur va pouvoir vérifier avec cette crypto que c'est bien lui qui a émis le token et que ce token est aussi toujours valide et qui n'a pas été modifié en cours de route. Alors, comment est-ce qu'on fait pour justement récupérer un token? En général, on dissocie la partie authentication de l'applicatif. Comme ça, on peut évidemment utiliser un provider externe aussi pour pouvoir générer ces tokens. On l'expliquera tout à l'heure. Alors, comment est-ce que ça se passe? C'est l'application cliente, qui peut être une interface mobile, un site web ou même un autre applicatif, va d'abord dire OK, j'aimerais bien récupérer un token, et va donc envoyer les informations nécessaires pour la création de ce token-là. Et qu'est-ce que vous faites quand vous vous connectez tous les jours sur un applicatif? Vous mettez votre adresse email ou votre mot de passe, ce sont vos credentials, et vous allez envoyer ça au serveur. Le serveur va vérifier que ces données sont correctes, va vérifier que le hash du mot de passe que vous envoyez correspond au hash qu'il a stocké dans sa base de données, et va vous renvoyer un ou plusieurs tokens. Il peut vous renvoyer un access token, il va vous renvoyer un ID token qui va peut-être aussi vous permettre de récupérer vos informations à vous, et un refresh token qui va vous permettre de rafraîchir votre token quand il arrivera à expiration. Une fois que vous avez récupéré votre access token, vous faites une requête vers le serveur. Par exemple, vous voulez récupérer votre historique de commande. Eh bien, le serveur vous associe à votre requête récupération d'historique de commande le token qui a été généré. Le serveur va prendre ce token, va vérifier qu'il est valide, va vérifier qu'il a toujours la bonne durée de validité, qu'il est toujours OK, qui n'a pas été corrompu, et va vérifier que le panier que vous essayez de récupérer est bien le vôtre. Et donc, il va exécuter la logique business associée à votre requête et va vous renvoyer votre panier. Donc, quand on parle des fameux authentication providers, quand vous êtes sur un site web et vous voyez se connecter avec Facebook, se connecter avec Google, se connecter avec Twitter, ben en fait, c'est ces logiques-là qui se cachent derrière. Et donc, comment est-ce qu'on fait justement? Ici, on a un exemple avec It's Me. It's Me que vous avez certainement tous déjà utilisé. On va d'abord instancier la connexion. Donc, on va cliquer sur le bouton « Je veux me connecter avec It's Me ». Et ça, ce bouton, il est sur le site web qui a été développé. Donc, dans notre cas, c'est nous qui développons le site web. Le site web va rediriger sur une page de It's Me. Et là, on va faire la petite logique de vérification sur le téléphone, envoi d'SMS, peu importe, en fonction du provider qu'on va utiliser. Ce provider va vérifier que vous êtes bien qui vous prétendez être. Une fois que c'est vérifié, il va rediriger sur notre front-end avec certains codes. Ces codes sont transférés vers notre serveur, vers le microservice en question chez nous, qui lui, et seulement lui, va interagir avec le back-end de l'authentication provider. On ne fait confiance ici dans ces communications-là qu'aux services qui sont stockés du côté serveur et non pas du côté client. Le serveur va donc demander la récupération du token, va récupérer ce token et va transmettre ces infos-là à l'utilisateur in fine, donc va autoriser l'accès à la plateforme. Alors, outre cet aspect sécurité avec les tokens qui permettent notamment de gérer ces sessions, de se mettre avec des authentication providers externes, etc., il y a d'autres points super importants en entreprise, dans l'IT en général, même hors de l'IT évidemment, c'est la compliance vis-à-vis des normes. Donc, on parle des ISO, certification ISO de 9001, 27001, on parle beaucoup en entreprise. Donc, la 9001, c'est plus sur la qualité. La 27001, c'est sur la gestion de l'information, sécurité de l'information. Et quelque chose que tout le monde a entendu parler, j'espère, ces dernières années, c'est le fameux GDPR ou RGPD, où là, il y a vraiment des règles européennes sur la gestion des données personnelles. Donc, ça paraît être un peu loin quand on est développeur tout frais sorti de l'école, mais c'est des choses auxquelles on se heurte assez rapidement, dans le sens où il y a des points d'attention par rapport aux données qu'on manipule au quotidien dans notre travail. Et donc, j'ajouterais d'ailleurs que il y a une grosse menace qui pèse sur le risque GDPR, étant donné que comme on est en charge de stocker les données, on est en charge de respecter ce GDPR, le client aussi est soumis à ces contraintes-là, et des données qui nous semblent parfois, je vais dire, anodines, ne sont peut-être pas pour quelqu'un d'autre, et donc il faut vraiment faire attention à ne stocker que ce qui est nécessaire, demander au client son approval, et le cas échéant, proposer au client final de supprimer ces données et vraiment de pouvoir se supprimer lui-même de la base de données.
Il y a beaucoup de notions aussi, par exemple le droit à l'oubli, dont on parle des fois, dans les journaux même. Et ça paraît, en guillemets, je veux dire encore une fois, loin du métier de développeur, mais en fait, le métier de développeur maintenant est amené à discuter avec beaucoup de départements dans les entreprises, dont les départements légaux, donc là où il y a des juristes qui sont spécialistes de ce genre de matière. Et c'est vraiment du développement, c'est plus juste écrire du code, donc il y a vraiment aussi cette réflexion vis-à-vis des données, vis-à-vis de ce qu'on manipule, et une responsabilisation de plus en plus forte des métiers de l'IT sur ces aspects-là. Dans le cadre de certains projets qui sont développés chez nous, on investit énormément de temps pour faire en sorte que ces normes-là soient bien respectées parce que voilà, on a des contraintes et qu'il faut qu'on les respecte. Et alors, pour garantir la qualité des applicatifs, un des points qu'il ne faut surtout pas sous-estimer, c'est le testing. C'est pas juste faire de l'A/B testing et vérifier, oui, ok, mon service fonctionne, il renvoie bien à ce que je veux faire en mode happy flow. Il faut vraiment tester de bout en bout et pas seulement le code. Il faut tester la non-régression, il faut tester l'expérience utilisateur, il faut voir éventuellement s'il n'y a pas des vulnérabilités dans ce qu'on a développé ou même des vulnérabilités en amont sur le serveur, etc. Et donc, il y a tout un ensemble de types de tests qui sont intéressants et qui sont parfois obligatoires pour développer les applicatifs. Et alors, c'est important aussi que les développeurs parlent le même langage. Donc, le même langage, c'est une chose, mais qu'ils le parlent de la même façon et qu'ils puissent se comprendre et qu'ils puissent facilement monter sur un projet ou sur un autre. Et donc, pour faciliter ces onboarding-là, pour faciliter le développement de nouvelles applications, on utilise des linters et des outils de code quality. Par exemple, ESLint ici, qui est un outil qui permet de s'assurer que tout le monde utilise bien les mêmes normes de grammaire, on va dire ça comme ça, que les noms des classes soient toujours renommés de la même façon. Et donc, ça permet de ne pas avoir un code qui part un peu dans tous les sens et de vraiment structurer son code. Et alors sur le marché, il y a beaucoup d'entreprises qui rendent un peu open source leur configuration des linters. Donc, si vous voulez coder avec le même coding style que chez Google, Netflix ou Spotify, c'est possible. Il suffit de prendre la configuration du linter et vous avez plus ou moins les mêmes contraintes, on va dire esthétiques de programmation que ces entreprises-là. Et alors, un autre outil, c'est Sonar Cloud, qui est multi-langage et qui permet non seulement de vérifier les règles de grammaire du code, mais aussi de vérifier d'éventuelles vulnérabilités dans le code qui a été développé. Donc, c'est un outil qui est essentiel et qui peut tourner en background, qui peut tourner on the fly. Et donc, c'est très important de pouvoir utiliser ces outils-là pour justement garantir la qualité de nos applicatifs. Il y a un exemple un peu parlant de ce genre d'outils. C'est par exemple si on fait une comparaison de chaînes de caractères. Des fois, on met un égal plutôt que de mettre un poids equals. Ça peut paraître bête, mais c'est le genre de cas où chez certains juniors, ça arrive encore. Et par exemple, ces outils Sonar Cloud permettent de faire la qualité de code et de détecter automatiquement ce genre de cas et d'éviter d'avoir un développeur senior qui va aller regarder le code où lui avait déjà beaucoup de charge de travail, il va peut-être pas être attentif à toutes les lignes de code et là, on va être automatiser vraiment cette qualité. Un point aussi super important, c'est le monitoring et l'alerting. Parce que le monitoring, c'est regarder comment le système fonctionne. Donc, ça veut dire qu'il y a peut-être des endroits où il faut optimiser un peu le code, où il y a peut-être des codes trop lourds par rapport à certains besoins, ou des appels bases de données qui sont très longs. Il y a peut-être moyen d'optimiser un peu tout ça. Et alors, c'est important vraiment d'observer. Donc, on parle beaucoup d'observability maintenant dans les projets et de comprendre comment le programme fonctionne. Donc, faire son programme, l'envoyer au suivant et le suivant se débrouille, c'est un peu fini, on va dire. Et sur ce monitoring, évidemment, on doit aussi mettre de l'alerting. Donc, il n'y a personne qui aime être réveillé le dimanche matin parce que le serveur a planté. Mais des fois, ça arrive et il faut être prévenu. Il n'y a pas quelqu'un qui doit regarder en permanence les petits graphes, comment ça se passe. On met des alarmes, on met des alertes qu'on doit configurer de manière intelligente, parce que si on a une alerte qui est triggerée tous les week-ends, toutes les heures, ça va pas être très intéressant.
Et au fur et à mesure qu'on a des fausses alertes, on va être moins vigilant quand il y aura une vraie alerte. Donc, c'est important d'avoir cet alerting qui soit bien configuré, avoir des canaux d'alerting. Donc, est-ce qu'on envoie SMS, un email? Est-ce que qui on prévient, quelles équipes, etc. C'est des réponses auxquelles il faut répondre. C'est important en tant que développeur d'avoir une vue sur ces graphiques-là parce que justement, ça nous permet d'être sensibilisés au moment où on développe et donc justement de ne pas surcharger l'appel à un service si c'est inutile, de vraiment configurer son code de manière à ce qu'on limite les ressources utilisées et on puisse monitorer si éventuellement il y a quelque chose qui part un peu dans tous les sens quelque part. Ici, c'est par exemple, l'exemple ici, c'est une base de données qui tourne sur de l'AWS, où on voit tous les métriques qui sont par défaut produits par la plateforme. Alors, lui, il s'appelle Werner Vogels, donc c'est un Hollandais, et il est CTO de Amazon.com, donc au niveau du groupe. Et il y a une phrase qui revient à chaque discours, c'est Everything fails all the time. Ça veut dire que peu importe comment vous avez pensé vos logiciels, il y a toujours un truc qui va planter et c'est toujours le truc que vous avez oublié que ça existe qui va planter. Alors c'est important dans les architectures de penser à cette résilience. Donc c'est vraiment le mot qu'on utilise aujourd'hui, c'est la résilience des applications. C'est comment est-ce qu'on gère ces erreurs. Donc par exemple, quand on parle de Netflix, Netflix, s'il y a un data center qui prend feu, Netflix ne va pas s'arrêter. Et pourtant, ils travaillent sur plein de data centers dans le monde. Et quand il y a des problèmes quelque part, ils vont pas. Le système va continuer de tourner. Vous aurez toujours Netflix chez vous et vous, ça sera totalement transparent. Par contre, ça veut dire que les ingénieurs derrière ont bossé beaucoup pour que cette qualité de service soit là et que peu importe les erreurs qui arrivent, on ait une réponse à ces erreurs-là. Alors, c'est un sujet évidemment très très complexe et on voulait mettre l'attention ici sur le pattern circuit breaker. Donc oui, des patterns, il y en a des milliers, des patterns de bonne gestion des erreurs, il y en a des milliers aussi. Ici, c'est un en particulier qui s'appelle le Circuit Breaker Design Pattern. Je vais prendre un exemple tout simple. Si vous avez un applicatif Java, Spring Boot par exemple, qui a 10 threads qui tournent et que un de ces threads reçoit une requête d'un client et que le client va contacter un service tiers que vous n'avez pas développé, mais vous le contactez quand même, et que ce service du client est temporairement indisponible ou même complètement hors service et va vous laisser en attente. Votre thread va être occupé et va attendre une réponse d'un service qui ne répond plus pendant X secondes, par exemple. Et puis, un deuxième client vient sur votre site et contacte le deuxième thread disponible de votre pool de threads et qui va appeler le même service client. Et puis, ainsi de suite, pour finalement monopoliser les 10 threads qui sont disponibles sur votre application. Et donc, votre application, et c'est totalement indépendant de votre volonté, va être complètement down parce que vos 10 threads seront en attente sur le service tierce pour lequel vous payez en plus. Donc, c'est important de mettre en place quelque chose qui va vous permettre de gérer ces cas-là et de continuer à répondre à votre client, continuer à même lui informer que le service n'est pas disponible pour le moment. Et comment est-ce qu'on fait ça? On met en place ce pattern et on met en place un système qui va, comme un coupe-circuit sur un circuit électrique, va d'abord laisser passer les requêtes vers le service tierce. Et si jamais une requête tombe en erreur, alors on va commencer à faire attention et on va se dire OK, j'ai une requête qui est tombée en erreur, je continue à laisser passer les requêtes, puis j'ai une deuxième, puis une troisième requête qui tombe en erreur. À partir du moment où le nombre de requêtes dépasse un certain threshold qui a été fixé dans votre application, on va dire, hop, c'est tout maintenant, je ne laisse plus passer aucune requête vers ce service et je vais directement renvoyer à mes clients une erreur. Et puis, après quelques secondes, je vais dire, OK, maintenant, je vais réessayer, je vais laisser passer 2 ou 3 requêtes. Et puis, si ces requêtes continuent à rester en erreur, je reste un peu en stand-by et j'attends de voir comment évolue la situation. Si en revanche, les 3 requêtes ou les 5 requêtes que j'ai renvoyées sont de nouveau OK et que le service répond à nouveau, alors je referme le circuit, donc je relaisse passer le courant et le service revient dans son état initial. Et donc, ça fait en sorte que vos 10 threads, sur vos 10 threads, il y en a peut-être 2 qui vont rester en attente, mais au moins, votre client final va avoir une expérience utilisateur qui sera tout à fait correcte et il ne sera pas du tout frustré parce qu'il va attendre pendant 5 secondes ou même 1 minute pour un service qui finalement va tomber en erreur.
Alors, autre chose aussi qu'on ferait des fois, nous, concrètement, sur les projets, c'est du chaos engineering. Donc, il faut imaginer ici, par exemple, un framework qui s'appelle Chaos Monkey, qui est dans les parties open source, qui est de Netflix OSS. Donc, vous pouvez aller voir sur GitHub ce que c'est Chaos Monkey ou d'autres. Il y a d'autres logiciels. Et en fait, il faut imaginer un peu comme le petit singe qui vient taper un petit peu partout et qui va casser des choses. Mais le truc, c'est qu'on le fait en production. Donc, quand on teste, il faut oser, il faut y aller. Et par exemple, si on a ici un exemple, 10 machines virtuelles qui font tourner l'application, on va dans la console, on fait clic droit, on supprime, on éteint la machine virtuelle sans prévenir personne, vraiment comme un barbare, et on voit comment le logiciel réagit. Donc, ça, c'est assez on est important de le faire. Ça permet vraiment de tester que la résilience d'une plateforme est bonne. Alors, on en arrive à la partie public cloud. Donc, la partie public cloud, on parle AWS, Google Cloud Platform, Azure, on parle aussi IBM Cloud, Alibaba et d'autres. Et ces noms sont évidemment déjà très connus, j'imagine. Et il y a une société qui s'appelle Gartner, aussi très connue, qui sort chaque année le Magic Quadrant et qui positionne ces technologies cloud, mais ici, pas que évidemment, mais ici c'est le Magic Quadrant pour l'infrastructure cloud. Et on voit comment Gartner les positionne. Donc au-dessus à droite, c'est les leaders, et en dessous à gauche, c'est ceux qui sont un petit peu en retrait. Et on remarque dans les leaders, on retrouve AWS, Amazon Web Services, on retrouve Microsoft avec Azure, et on retrouve Google avec Google Cloud Platform. Alors, pourquoi est-ce qu'on vous parle aussi des clouds publics? C'est que les applications microservices, tout ce qu'on vient de parler, en fait, on utilise beaucoup les clouds publics pour les déployer. Et pourquoi? Parce que, en fait, si vous le déployez sur un data center, on va dire classique, avec des ressources, on va dire finies, et avec une agilité qui n'est pas optimale, en général, on va estimer quel type de serveur il nous faudra pour réagir à une certaine charge. On va dire, voilà, j'ai 55 requêtes par seconde j'ai 55 requêtes par seconde en pic, par exemple. Il me faut un serveur avec autant de gigas de RAM, autant de CPU, autant de réseau, etc. Mais par contre, la majorité du temps, quand il n'y a pas de pic, ce serveur-là, il va se tourner un peu les pouces. Et le problème, c'est que on aura payé un serveur très cher pour quelque chose qu'on va sous-utiliser. Alors, évidemment, tout ce qui est entre la ligne rouge et la ligne bleue, c'est un peu des sous qui sont perdus. Alors, l'autre problème, c'est si on provisionne trop bas, si on dit, par exemple, qu'on a 42 requêtes par seconde, alors qu'on va en avoir 55, il y aura toute une partie des utilisateurs qui ne seront pas contents parce qu'on ne va pas réagir assez vite à leurs requêtes. Donc, tout ce qui est au-dessus de la ligne rouge, entre la ligne rouge et la ligne bleue, au-dessus, c'est des clients qui ne sont pas très contents. Et par contre, on va continuer à perdre des sous parce qu'on va avoir une surcapacité à beaucoup de moments, alors que on va vraiment, là encore, vraiment perdre des sous. Mais moins que dans l'autre scénario. Alors, le scénario optimal, c'est d'arriver à ce que ces deux courbes se rejoignent le plus possible. Et donc là, ça veut dire qu'on n'a pas d'utilisateurs qui sont frustrés. Et à côté de ça, on ne va pas dépenser des sous pour rien. Et donc là, on arrive vraiment dans la force des public clouds, c'est qu'on peut prendre une ressource, un serveur ou une capacité pour faire tourner un container ou peu importe, et le prendre quelques secondes et puis dire j'en ai plus besoin, reprenez-le. Et on payera que pour ces quelques secondes d'utilisation, ce qui n'est pas, en guillemets, possible sur un data center, un provider classique. Alors, quand on parle des clouds publics, on parle souvent de SaaS, PaaS et IaaS. Donc, la couche la plus basse, on va dire, c'est IaaS. Je veux une machine virtuelle, on demande une machine virtuelle, on reçoit une machine virtuelle, et tout ce qui est sur la machine virtuelle, c'est ma responsabilité. Par contre, c'est la responsabilité du cloud provider de s'assurer que la machine virtuelle soit up and running. Alors, si on monte un petit peu dans les couches de gestion, on arrive sur les couches PaaS. Et là, c'est plutôt, j'aimerais bien que mon application soit gérée par vous. Donc, voilà, moi, j'ai fait mon programme Java, Node.js, peu importe. Je ne suis pas un spécialiste pour installer ça sur mes serveurs. Je n'ai pas envie de gérer ça. Pouvez-vous gérer mon application?
Et donc là, le provider sera responsable de faire tourner l'application et pas et toutes les couches en dessous, la machine virtuelle, par exemple le runtime Java, de patcher le serveur, etc. Donc la responsabilité est un peu déplacée. Et alors, on arrive au modèle SaaS que vous connaissez tous. Quand vous êtes sur Netflix, par exemple, c'est du SaaS. Mais là, c'est une location, on va dire, d'application où vous n'avez pas acheté Netflix et l'installer sur votre PC. Vous consommez Netflix en mode SaaS. Donc là, il y a la même chose, évidemment, dans le business, on va dire. Et je consomme une application, vous gérez l'application, et je ne suis qu'un consommateur, souvent via API. Mais je veux rien savoir de ce qui se passe en dessous, c'est pas mon problème. Je veux juste que l'API soit disponible et payer uniquement pour ça. Alors, on parle aussi des fois de FaaS et de CaaS. Alors, le FaaS, c'est plutôt vers le monde serverless. Et là, c'est vraiment une optimisation un peu extrême pour suivre la courbe de consommation par rapport aux ressources provisionnaires. On parle beaucoup de function, enfin de service, donc c'est le monde serverless, et du CaaS, donc c'est un container qui est managé. On va parler un tout petit peu des containers, donc Docker, qui est beaucoup évoqué. Il n'y a pas que Docker, il y a beaucoup d'autres technologies autour de ça. Et en soi, un container, qu'est-ce que c'est? C'est la manière de packager son application. Donc, on va prendre une application, enfin, je développe mon application Java. Si j'ai envie de la déployer sans container, il me faut une machine virtuelle, il me faut installer Java, il faut installer Tomcat, et puis je mets mon application par au-dessus. Ici, l'idée, c'est que dans un seul container, on va mettre le runtime Java, on va mettre le Tomcat, etc. Et on va mettre tout ensemble et ça permet de déployer facilement cette application-là dans n'importe quel environnement. Alors, on parle de virtualisation vraiment d'application. Et dans ce cas-là, démarrer un container, ça prend quelques secondes. Démarrer une machine virtuelle, ça prend quelques minutes. Donc, on voit de suite que sur la partie scalability aussi, dont on parlait, on va avoir aussi quelques soucis. Donc, les containers sont très importants pour suivre au mieux cette courbe-là aussi. Alors, le but, c'est pas de faire des conteneurs dans la présentation ici, mais juste pour exemple, c'est pas super compliqué de containeriser une application Java. Ça prend quelques lignes et c'est très simple. Alors, pour gérer ça en version Enterprise, on parle de Kubernetes. Donc, gérer des conteneurs, on va dire Docker sur son PC, c'est facile. Il y a plein de tutos partout, mais dès qu'on vient dans un monde Enterprise, il faut le gérer de manière à ne pas être réveillé le dimanche matin pour intervenir sur un incident. Et là, on utilise beaucoup du Kubernetes qui a plusieurs distributions, dont OpenShift qui vient de chez Red Hat. On a des distributions des cloud providers, AKS chez Azure, EKS chez Amazon, GKE chez Google. Et on va utiliser ce Kubernetes. Alors, on ne va pas rentrer dans l'état de Kubernetes parce que Simon Melotte, que vous aurez la semaine prochaine lors de webinaire, va en parler beaucoup mieux et beaucoup plus en détail que nous. On arrive plus doucement à la fin. Benjamin, je me permets de revenir sur une des slides que tu as présentées, qui est celle où on s'adapte à la demande des utilisateurs. C'est super important de comprendre celle-ci. Parce qu'en fait, ça change totalement la façon de vendre ces applications, en fait. Là où avant, on devait imaginer et prévoir un budget et enfin faire avec le budget qu'on avait, ici, le budget va suivre tout le temps la courbe d'évolution de son application. Et si son applicatif rencontre un succès qui est très important, le prix du run va augmenter, mais l'important, c'est de faire en sorte que le prix auquel on va vendre son service soit suffisant pour quand même tirer un bénéfice de cette augmentation du run. L'idée, c'est de ne pas, entre guillemets, prévoir le succès. Donc, quand on démarre quelque chose, ça peut très bien marcher. Et à ce moment-là, l'entreprise est embêtée parce qu'elle n'est pas capable de faire face à la demande. Donc, il y a beaucoup d'entreprises qui sont un peu victimes de leur succès. Elles n'arrivent pas à gérer les coûts de croissance. Et à l'inverse, on a des entreprises qui s'imaginent avoir 1 million de clients et qui, à la fin, en ont 3. Et ils se retrouvent avec des coûts d'infrastructure exorbitants. Alors qu'avec ces optimisations-là, ça permet vraiment de suivre les besoins de l'entreprise et de ne pas avoir de dépenses en cas de non-succès et d'avoir des dépenses maîtrisées en cas de succès. Et de pouvoir suivre, évidemment, ce succès. Voilà. C'en est tout pour la présentation.
J'ai vu qu'il y avait des questions dans le chat. On a tout gardé pour la fin. Je pense que quelqu'un Oui. a fait une liste. Merci Benja, merci Oli. On a eu quelques questions qui sont arrivées au fil de l'eau, donc je vais essayer de les remettre dans leur contexte. Désolée déjà si c'est pas tout à fait exact. Donc si c'est pas tout à fait le contexte que vous vouliez au niveau des questions, n'hésitez pas à le redire dans le chat. Donc en fait, en ce qui concerne les API, on demandait que faire lorsque l'API a un problème et comment continuer à fournir les besoins à l'utilisateur. Je pense qu'on a déjà répondu un peu à la question quand on a parlé du circuit breaker design pattern. L'important, c'est de faire en sorte que d'être prêt justement à toujours répondre au client. Si même un service est down, il faut informer le client que le service est down. Ça, c'est une chose. Comment, Benjamin ? Alors, il y a toujours des dépendances vis-à-vis d'acteurs extérieurs. Mais c'est pour ça qu'il faut aussi sélectionner les API et surtout les entreprises qui sont derrière ces API, d'avoir quelqu'un de sérieux, qui a aussi des infrastructures, on va dire, résilientes, ou si on s'intègre avec une entreprise qui n'a pas beaucoup de maturité à ce niveau-là, il y a peut-être plus de risques que l'API ne soit pas disponible. Et donc là, il y a aussi toute cette partie, on va dire, business ou contractuelle, où on définit des SLA aussi avec les providers d'API. Donc en général, quand on travaille avec des gros acteurs, il n'y a pas de souci. Google Maps ne va pas, par exemple, être down très longtemps. Mais par exemple, avec des plus petits fournisseurs, on doit mettre des contraintes de service avec peut-être des astreintes financières si le service n'est pas rendu. Et à l'inverse, pour prendre un exemple concret, on a eu sur un des projets, on s'était connecté avec un grand prestataire de gestion de paiement et on n'a pas trouvé que ce prestataire répondait correctement à nos besoins. Et donc, on a finalement fait une étude des cas. Et on a choisi de changer de prestataire et de switcher complètement vers un prestataire qui est plus nouveau, qui est plus moderne et qui permet d'autres moyens de paiement. Donc, c'est très important de faire cette étude-là. Le mieux, c'est en amont, mais aussi d'être agile et de pouvoir switcher d'un prestataire à un autre assez facilement. Merci. Je pense qu'on a une deuxième question qui était un peu dans le même sens, où Nathan demande, en disant que les API sont en constante évolution, car si l'une d'entre elles crache, cela met en péril tous les projets qu'il implémente. C'est un peu la même idée, si je comprends bien. C'est important de travailler avec des partenaires qui ont des roadmaps bien définis et qui aussi vous tiennent informés des breaking changes qui peuvent éventuellement avoir lieu sur leurs API. Et s'il y a un breaking change aussi, il faut pouvoir répondre facilement à ce changement-là. Et c'est aussi du coup important de pouvoir faire des microservices parce que le breaking change ne va impacter qu'un de ces microservices. Et donc, on va directement pouvoir cibler le problème et le corriger éventuellement. Ok. Là, on passe aux microservices et il y avait une question, quelle est la limite qu'on doit se fixer dans la conception d'un microservice? Alors ça, c'est une question qui est un peu éternelle. C'est quoi la bonne taille d'un microservice quand ça devient trop gros, quand ça devient trop petit? Si ça devient trop petit, ça augmente la complexité, évidemment. Si ça devient trop gros, ça devient ingérable et c'est plus vraiment un microservice. Donc ça dépend vraiment des entreprises et des use cases, on va dire. Donc il n'y a pas de réponse magique à ça. Donc ça dépend vraiment de l'entreprise. Qu'est-ce qui est gérable par, on va dire, un développeur? Alors il y a des métriques qui existent. On dit un microservice, c'est quelque chose qui peut être créé par une équipe de quelques développeurs en 2 semaines. Il y a énormément de théories là-dessus, mais chaque entreprise a une réponse différente à ça. Parfait. Alors, attends, juste pour être sûr. Donc là, on arrive sur le sujet des tokens. Lorsque vous parliez de l'aspect token, il y a une question qui est arrivée en se précisant que dans le cadre de données autres que des comptes utilisateurs, type formulaire à page multiple ou autre, quelle serait la meilleure démarche? Benjamin, je ne sais pas si tu as une... Non, j'ai du mal à percevoir pour moi, si l'utilisateur est connecté en amont, il peut mettre à jour. Tout dépend du type de formulaire, évidemment. On peut emmagasiner les données de l'utilisateur du côté client et puis, une fois que le formulaire est totalement validé, l'envoyer sur le serveur. Et alors, du coup, on identifie un seul appel au serveur. Ou alors, si à chaque validation de différents steps du serveur, on va l'envoyer au serveur, valider les informations qui sont envoyées avec le token. On garde le même token de toute façon pour la durée de la session. Et le prochain appel sera authentifié avec ce token-là.
Alors, s'il y a plusieurs écrans, alors il y a aussi deux méthodes. C'est soit le front-end qui est une single page app garde, on va dire, en cache les informations de la page précédente du wizard, on va dire. Soit alors on enregistre dans une base de données les étapes intermédiaires d'un formulaire et à la fin, on valide simplement le formulaire via un statut dans la base de données, ce genre de choses. Celui qui a posé la question, si ce n'est pas tout à fait ça, n'hésite pas à remettre un mot dans les commentaires. On a Sinon, contacté après. oui, vous pouvez contacter, bien sûr, sans aucun souci, via LinkedIn, c'est facile. Il y a Nathan qui pose aussi une question, qui dit, dans ce cas-ci, c'est plus une vérification de bonnes pratiques avec les conventions de nommage, etc. Est-ce que c'était quand vous parliez de testing ou lorsque vous parliez des bonnes pratiques et du langage commun C'est des plutôt, développeurs? à mon avis, c'est plutôt lié au Oui. linter, c'est à SonarQube. En effet, les bonnes pratiques, c'est une chose, et après, il y a des conventions de nommage différentes dans toutes les entreprises. Comme Benjamin l'a dit, Google et Netflix ont des conventions de nommage différentes, et donc c'est important aussi de faire quelque chose auquel on est habitué. Rien que les tabulations dans du code, parfois des gens mettent des espaces pour faire les tabulations et d'autres personnes mettent pour faire la datation, pardon. Et d'autres personnes mettent des tabulations, ou deux tabulations, ça dépend. Donc c'est vraiment parfois une question de goût et pas seulement des bonnes pratiques. Ou alors rendre, par exemple, lisible une condition à if. On met des fois les accolades à côté du if ou à la ligne, etc. C'est un peu aussi une question éternelle, ce truc-là. Avec le linter, on peut mettre entre guillemets tout le monde à pied d'égalité sur ce genre de choses. Merci. Il y a encore une ou l'autre question, peut-être plus générale, notamment, est-ce que le serverless est toujours la meilleure réponse à proposer dans les solutions IT? Alors, non, parce que le serverless, en fait, c'est comme si on avait on va démarrer notre logiciel quand on va avoir une requête. Ça veut dire qu'en permanence, il n'y a pas de requête, il y a 0 serveur qui tourne. Donc, à la première requête, on va démarrer le serveur. Et alors, des fois, ça peut être des petits logiciels qui démarrent en 30-40 millisecondes, donc ce qu'on retrouve en Node.js, par exemple. Mais par contre, dès qu'on est sur des applicatifs, par exemple, du Java standard, là, une JVM, ça met 400 millisecondes à démarrer. On va après démarrer tout le code au-dessus, etc. Donc, c'est pas forcément idéal, on va dire, de faire du Java sur du serverless. On part plus sur des technos de type Node.js ou Python ou du Go ou ce genre de langage. Et le serverless n'est pas adapté à tous les workloads. Si on veut faire de l'analyse sur des grosses quantités de données, sur des programmes qui vont tourner toute une nuit, par exemple, c'est pas forcément intéressant de le faire du serverless, parce que ça va coûter plus cher, parce que on va utiliser beaucoup de ressources pendant un temps assez long, et le serverless n'est pas forcément la meilleure réponse dans ces cas-là, par exemple. Ok, merci. Quels sont les langages de programmation que vous auriez tendance à utiliser le plus dans le type d'apps cloud native? Ici, pour le moment, on utilise beaucoup Nest.js parce qu'il a beaucoup d'avantages selon nous. Déjà, comme Benjamin l'a dit, ça permet dans un environnement serverless de démarrer très rapidement. Et en plus de ça, c'est un langage qui est super agréable à utiliser, qui s'inspire des bonnes pratiques, de bonnes pratiques justement, de nomenclature de Java et de Spring, et qui a cet avantage de se baser au-dessus de Node.js, et donc derrière ça, c'est du JavaScript, et donc qui est très rapide à exécuter. Donc on a un peu les avantages des deux mondes, le côté typé du Java et le côté orienté objet, et en même temps le côté JavaScript très, très rapide à exécuter. Ça, c'est pour le développement back-end. Ok. Je reviens un petit tour en arrière parce qu'il y a Nathan qui a reposé une question par rapport à sa question initiale qui était, si je ne prends, c'était sur les bonnes pratiques au niveau du code. Il demandait si c'était présenté sous forme de cote la qualité du code. Dans le cas de ESLint, non, parce que donc une fois qu'on ne respecte pas quelque chose, ça va souligner en rouge la ligne qui ne correspond pas à la règle qu'on a mis dans le fichier. Par contre, pour SonarQube ou SonarCloud, en effet, ils ont des indicateurs qui permettent de dire, ok, le niveau de le nombre plutôt des comparaisons de nombre de vulnérabilités par rapport au nombre total de facteurs ou d'indices qui ont été analysés sur le code. Donc, c'est pas une cote, mais c'est plutôt un indice sur la qualité. Pas sur la qualité, mais il y a aussi, par exemple, sur la couverture de tests.
Donc, dans tous les frameworks, enfin, toutes les manières de tester, il y a les unit tests. Et on peut facilement voir la couverture de test est de 50%, de 0%, de 100%, et permet d'avoir une indication là-dessus aussi. Vous rendez les personnes curieuses parce qu'il y a quelqu'un qui a été voir sur Sonar Cloud qui explique que c'est basé sur des repositories Git dans le cas d'un repository local ou même pour avoir un retour plus direct. Est-ce qu'il y a d'autres outils? Sonar Cloud, c'est une version cloud de SonarQube, donc il y a moyen aussi de l'instancier, on va dire, chez soi. Donc, il y a d'autres outils, on utilise beaucoup Sonar. Je sais que chez Aphelio, ils utilisent aussi d'autres outils très puissants pour gérer cette qualité de code. Bref, on peut revenir après avec plus d'infos aussi. D'accord. Et alors, peut-être une dernière question qui pourrait peut-être en intéresser plus d'un, c'est comment vous faites pour pouvoir découvrir et maîtriser ces différentes technologies qui, en plus, évoluent quand même de manière assez régulière? C'est quoi votre secret ou un conseil à donner à nos auditeurs d'aujourd'hui? L'important, c'est, je pense, de se tenir un peu informé de ce qui se fait, de voir un peu les tendances des marchés, on va dire, dans les langages qui sont utilisés. Et puis, oui, il y a une formation continue, ça c'est indéniable. Il y a plein de plateformes en ligne qui permettent d'apprendre énormément de choses, que ce soit pour la partie cloud et architecture. On parle de Cloud Academy, par exemple, qui sont des cours en ligne. On a Udemy qui dispense des cours en ligne, c'est beaucoup plus large, ça couvre aussi le développement. Et alors, aussi, je pense que c'est important de parler des certifications. Il y a beaucoup de certifications, Benjamin et moi, on en a, dans le développement cloud, dans l'architecture cloud, et ces certifications-là sont très valorisées sur le marché, et je pense que c'est important, en tout cas pour des étudiants et pour des jeunes travailleurs, de s'intéresser à ces certifications-là, parce que c'est vraiment un plus pour leur carrière. Parfait. Merci beaucoup, messieurs. Et je laisse Julie annoncer peut-être notre dernier webinaire. Donc voilà, merci beaucoup à tous donc pour les questions et ça. Je pense que voilà, c'était très intéressant. Donc n'hésitez pas donc à nous rejoindre mardi prochain, donc le 30 mars à 18 h. Donc même chose, vous pouvez toujours vous inscrire sur le site web Elmo Alumni. Et donc là, c'est Simon qui vous parlera donc lui de sa carrière, donc qui a évolué de tout ce qui est vraiment technologie dans les réseaux vers le cloud. Donc justement, on reste dans le cloud. Donc si ça vous intéresse, je pense que c'est assez utile de vous inscrire pour avoir une suite de ce sujet. Voilà. En tout cas, merci à vous tous pour l'heure passée ensemble. Merci pour votre dynamisme. Restez encore quelques minutes. Il y a une petite vidéo de présentation, d'explication aussi sur NRB. Et on vous dit à la semaine prochaine alors. À bientôt. Bonne soirée tout le monde. Merci à tous. Bonne soirée. Depuis mon arrivée chez NRB, j'ai eu la possibilité d'exercer différentes fonctions. Ces différentes fonctions m'ont permis de grandir. J'ai gagné en compétences. Ce que j'ai le plus appris, c'est à avoir confiance en moi, à devenir indépendante. On a eu un programme de formation très ciblé qui nous a été donné par NRB lors de notre arrivée. Ici, on travaille fort en donnant en fait des objectifs. Parfois, ça peut faire peur parce qu'on nous lance sur des missions où on se dit « j'ai jamais fait ça ». Puis au final, ça se passe bien, on prend confiance en soi et à la fin du projet, quand le client est content, on est d'autant plus fiers d'avoir réussi ce challenge. Il faut savoir que chez NRB, il y a beaucoup de métiers différents. Avec toutes les compétences qu'il y a dans le groupe, on trouve toujours quelqu'un pour nous aider et pour mener à bien la mission. Je travaille avec des équipes pluridisciplinaires et justement, c'est ce que j'aime, c'est ce qui me drive, avoir des tâches variées tous les jours. J'ai appris énormément depuis que je suis chez NRB. Moi qui n'avais pas un background qui était IT, j'ai pu développer déjà beaucoup de connaissances et beaucoup de compétences, mais la route est encore très longue. J'avais une formation à orientation business et gestion, donc j'avais aucune connaissance au niveau de l'IT. Je suis monté en puissance petit à petit et maintenant j'adore ça, donc je le conseille à tout le monde. J'ai rencontré beaucoup de personnes, j'ai eu des responsables qui, chacun à leur manière, ont contribué à faire de moi le service delivery manager que je suis aujourd'hui. Les personnes sont assez à l'écoute, que ce soit en termes de projet ou même de poste dans le groupe, il y a une bonne mobilité. Je sais qu'au moment où ça viendra, on m'écoutera. Simplement d'avoir la possibilité et la chance d'effectuer un métier qui me plaît, de me lever le matin avec le sourire. Ça fait maintenant 16 ans que je le fais et j'espère pouvoir continuer à le faire jusqu'au bout de ma carrière.